Peu importe la gravité de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, le peuple congolais garde leur espoir car nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix. Mesdames et messieurs, il est 20h30 dans la capitale congolaise. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici le grand titre. Début des consultations politiques pour la formation du gouvernement d'union nationale. Ces discussions débuteront le lundi 24 mars 2025. Conformément au mandat confié par le président de la République, cette annonce a été faite par Désiré Cachemire Kolongele Ebironde, conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État. Les deux chefs d'État africains William Ruto et Emerson Mnangagwa ont annoncé la tenue d'un nouveau sommet virtuel conjoint entre la SADC et l'EAC pour renforcer la coordination face à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Il a tiré sa révérence Georges Foreman, le double champion du monde de poids lourd, légende de la boxe et adversaire de Mohamed Ali du combat historique organisé à Kinshasa au stade Tata Raphaël par l'ancien président Mobutu Sese Seko à l'époque du Zaïre. Il meurt à l'âge de 76 ans aux États-Unis d'Amérique. De prime abord, démarrons par cette nouvelle sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La chef de l'équipe gouvernementale, Judith Suminwa Tuluka, a présidé le vendredi dernier à la Cité de l'Union africaine la traditionnelle réunion du Conseil de ministres avec les membres de son gouvernement. Plusieurs sujets d'actualité de l'ère étaient retenus à l'ordre du jour, notamment la question de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Retrouvez dans ces comptes rendus de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Sur instruction du président de la République, chef de l'État, en déplacement à Windhoek, la première ministre chef du gouvernement a présidé ce vendredi 21 mars 2025 la 36e réunion ordinaire du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République lue par la première ministre chef du gouvernement a porté sur un seul point, à savoir 1. Du respect de la suspension des exportations et des mesures réglementaires d'encadrement de la commercialisation du cobalt et d'assainissement de sa chaîne d'approvisionnement. Le président de la République a rappelé que le 22 février 2025, après une évaluation approfondie du marché du cobalt, dont notre pays est l'un des principaux producteurs, l'autorité des régulations et des contrôles de marché des substances minérales stratégiques ARECOMS a annoncé une série de mesures visant à rétablir l'ordre et à garantir une gestion optimale de cette ressource stratégique. Parmi ces mesures figurent la suspension temporaire des exportations de cobalt en provenance de la République démocratique du Congo, une décision essentielle pour mettre un terme à la commercialisation anarchique et préserver les intérêts économiques nationaux. Cette mesure figure parmi tant d'autres déjà évoquées lors de la 35e réunion ordinaire du Conseil de ministres du 14 mars 2025, traduisent la volonté du gouvernement de restaurer l'intégrité et la souveraineté de notre secteur minier. Allant dans le même sens, au deuxième chapitre de cette importante réunion du Conseil de ministres qui faisait état du point d'information lors de sa prise de parole, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, a fait le point concernant l'état de l'administration du territoire national dans l'Est de la République démocratique du Congo comme à l'Ouest. Regardez.
Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, a fait le point de l'état et l'administration du territoire national qui reste dominé par la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, ainsi que la réponse que le gouvernement congolais y donne. L'état d'esprit de la population a été principalement marqué la semaine dernière par la rentrée parlementaire dans les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Au plan politique, il a été noté les encouragements et les soutiens de la population envers le président de la République pour les efforts en cours en vue de parvenir à une paix durable. Revenant sur la criminalité urbaine, il a rapporté que 356 cas présumés criminels ont été interpellés à Kinshasa par la police nationale appuyée par la 14e région militaire dans le cadre de l'opération Ndobo. Ils seront déférés auprès des juridictions compétentes pour être jugés en audience foraine. Sachez que la problématique de la situation sanitaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo était abordée au cours de cette importante réunion. Le ministre ayant dans ses attributions le ministère de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Roger Kamba, a peint le tableau de manière générale. Suivez. Revenant sur la situation épidémiologique, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a indiqué que par rapport à la semaine précédente, la tendance à la 10e semaine est marquée par une augmentation de cas suspects de Mpox. Depuis les débuts de la vaccination jusqu'à ce jour, les cumuls des personnes vaccinées est de 521 048 contre les Mpox. Un approvisionnement de vaccins MVABN est annoncé pour la semaine prochaine. Sur le registre des cas de maladies fébriles, avec suspicion d'une intoxication d'origine non encore déterminée dans les territoires de Bassonkousou, il a été ainsi enregistré du 10 au 16 mars 2025 un total de 37 nouveaux cas et un décès ramenant le cumul à 2957 cas notifiés avec 58 décès, soit une létalité de 1,96%. Quant à la situation liée au choléra, il a été noté que la tendance à la 10e semaine est marquée par une diminution de nouveaux cas, passant de 1440 à 1031 cas suspects, avec une létalité de 1,8%. Pour toutes ces épidémies, les dispositifs de riposte du gouvernement sont bien opérationnels. Mesdames et messieurs, revenant sur cette information, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part le vendredi 22 mars 2025 à Windhoek, la capitale de la Namibie, à la cérémonie solennelle d'investiture et de la prestation des serments aux côtés de plusieurs autres chefs d'État africains pour honorer l'élection de Netumbo Nandi, l'actuelle présidente de la Namibie. Voici dans ces reportages réalisés par nos confrères de la presse présidentielle. Suivez. Ils auraient voulu célébrer ce double événement historique dans leur stade local, mais la météo a contraint les organisateurs namibiens à accueillir leurs invités des marques au palais présidentiel. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement, principalement ceux de l'Afrique australe, ont fait le déplacement de Windhoek pour prendre part à la cérémonie d'investiture de Madame Netumbo, élue présidente de la République de Namibie et commémorer en même temps les 35 ans d'indépendance du pays. Arrivé ce vendredi matin, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé à cette cérémonie en sa qualité de champion de la masculinité positive, plébiscité par ses pairs de l'Union africaine. Comme le veut la tradition, le président sortant a remis les attributs du pouvoir au président de la Cour constitutionnelle, qui les a remis à son tour à la présidente élue. Dr Netumbo a prêté serment et devient ainsi la première femme présidente de la République de Namibie et la deuxième femme africaine après Ellen Johnson Sirleaf à accéder à cette plus haute fonction d'État au terme d'une compétition électorale. Dans son discours d'investiture, la nouvelle présidente de la République de Namibie a pris l'engagement de créer des emplois, de poursuivre l'œuvre de la prospérité, de lutter contre la corruption et d'ouvrir davantage son pays à des partenariats gagnant-gagnant. L'événement est tellement historique qu'il a mobilisé, outre les chefs d'État de la SADC, des anciens dirigeants de la région et toutes les personnalités féminines africaines ayant exercé la fonction présidentielle. La présidente de Tanzanie, Madame Samia Suluhu Hassan, s'est félicitée du leadership féminin.
Âgée de 73 ans, la nouvelle présidente de la République a un cursus politique exceptionnel. Entrée en politique à 14 ans, elle a milité au sein de l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain, SWAPO, où elle a franchi tous les échelons jusqu'à la présidence du parti. Plusieurs fois ministre, puis vice-présidente de la République, Dr Natumbo va désormais présider à la destinée de ce jeune pays de l'Afrique australe, l'un des plus stables et prospères d'Afrique. Abordant la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, retenez que le président du Kenya, William Ruto, et son homologue du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, ont convenu d'organiser une réunion virtuelle la semaine prochaine entre les blocs régionaux et la SADC pour renforcer la coordination face à la gravité de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Regardez. L'EAC et la SADC sont fermement engagés à mettre en œuvre les résolutions du sommet conjoint tenu le mois dernier à Dar es Salaam, a déclaré William Ruto dans un communiqué publié après une rencontre à Windhoek avec son homologue zimbabwéen, également président en exercice de la SADC. Ce sommet de Dar es Salaam tenu le 8 février dernier avait entériné la fusion de processus de paix de Nairobi et de Luanda sous une initiative unifiée désormais appelée processus de Dar es Salaam. L'objectif était d'harmoniser les efforts régionaux pour ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. La rencontre virtuelle à venir devra notamment formaliser cette fusion et acter une feuille de route commune. Les deux présidents doivent également échanger avec les trois facilitateurs désignés pour appuyer le dialogue politique entre Kinshasa, Kigali et les groupes armés. L'ex-président Kenya Uhuru Kenyatta, l'ex-président nigérian Olusegun Obasanjo et l'ancien premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn. Le processus reste fragile. Si des engagements ont été annoncés, la mise en œuvre d'un véritable cessez-le-feu n'est pas encore acquise. Le 17 février dernier, le ministre des Affaires étrangères de deux organisations régionales ont fixé un délai de 30 jours pour établir des engagements concrets assortis d'un mécanisme de suivi sur le terrain. Et en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé le jeudi 20 mars dernier avec les étudiants de l'université protestante au Congo. Il était question d'une initiative de la Ligue des femmes du comité des étudiants de cette institution d'enseignement de la ville-province de Kinshasa. Regardez. Après avoir présenté les différents projets et réalisations de son gouvernement en ce qui concerne la promotion des droits de la femme en République démocratique du Congo, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui a pris la tête du Front populaire contre l'agression rwandaise, a parlé aux étudiants de cet alma mater de la campagne de la République démocratique du Congo congolais Telema. S'inscrivant dans la continuité de la campagne Bendele Ekoyate, initiée en mai 2021 par son prédécesseur Jean-Michel Sama Lukonde, cette nouvelle initiative, loin d'être un simple slogan, vise à renforcer l'unité nationale et à inciter les Congolais à s'engager activement dans l'effort de guerre. Consciente de la menace que représente cette guerre d'agression sur les institutions de la République démocratique du Congo, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a rappelé qu'en décembre 2023, la population avait jeté son dévolu sur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et que tous ceux qui sont frustrés et s'opposent à la volonté populaire n'ont qu'à attendre les prochaines élections prévues en 2028 sur l'ensemble de l'étendue nationale. La République démocratique du Congo fait face à l'agression rwandaise via la rébellion du M23 soutenue par les Rwandais.
Ces mouvements politico-militaires proches de Kigali poursuit son expansion dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. C'est malgré les multiples appels de la communauté internationale et des organisations régionales à observer le cessez-le-feu. Cette nouvelle rencontre avec les étudiants de l'université protestante au Congo UPC en sigle intervient après la tournée dans quelques villes de la province du Congo central et du province de Kwilu. Parlons cette fois-ci du mécanisme de sécurité frontalière face à l'insécurité aux frontières engendrée par la guerre injuste imposée à la République démocratique du Congo par les Rwandais. La vice-ministre en charge de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, a visité très récemment la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord à Séoul. Voici dans ses reportages. L'agression rwandaise donne réflexion à la sécurité de nos frontières en République démocratique du Congo avec les pays voisins. Pour palper du doigt la réalité frontalière entre la Corée du Sud et celle du Nord, la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tshela-Kamba, s'est rendue à Padjou, l'une des frontières les plus fermées et militarisées au monde. Fruit de la guerre froide et de la guerre des Corées comme celle imposée à la RDC par le Rwanda et ses supplétifs du M23, elle demeure encore aujourd'hui un abcès de fixation des tensions régionales, continentales et mondiales. Après avoir traversé le fleuve Anekonga grâce à une tyrolienne touriste, le numéro 2 de la territoriale n'a pas voulu rater un seul instant pour comprendre le mécanisme efficace mis en place par l'État coréen du Sud pour la sécurité de ses frontières maintenant plus de 50 ans. Sur place, Eugénie Tshela-Kamba a eu des explications claires et nettes de la part des forces de défense coréennes piquées à la première ligne de front. Cette frontière entre deux pays est truffée des clôtures de fils de fer barbelés et des champs de mines, ce qui rend toute tentative de traversée extrêmement dangereuse. La vice-ministre de l'Intérieur et toute sa délégation repartent avec une satisfaction totale pour une mission accomplie. À présent, direction Grand Katanga, c'était au cours d'une réunion de haut niveau sur le climat des affaires en République démocratique du Congo. Le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitungwa, a présenté les défis auxquels fait face sa province et les efforts entrepris pour surmonter les obstacles et favoriser le développement local. Voici dans ces reportages. Le gouverneur du Tanganyika, l'honorable Christian Kitungwa Muteba, a pris part à une réunion de haut niveau portant sur le plan stratégique d'amélioration du climat des affaires en vue de la transformation structurelle de l'économie. Cette rencontre, présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a permis de discuter des enjeux majeurs relatifs à la croissance économique et à l'attraction par la République démocratique du Congo des investisseurs. Si, mais sans vouloir une entorse au protocole, est-ce qu'on peut encore le tenter pour entendre un ou deux gouverneurs? Ce serait dommage. Les débordements au niveau de la Lukuga. Et la Lukuga, c'est pratiquement au centre-ville de Kalemi. Il faut aussi faire, comment est-ce qu'on appelle là? Au cours de la réunion, le gouverneur Christian Kitungwa Muteba a présenté les défis auxquels fait face sa province et les efforts entrepris pour surmonter les obstacles et favoriser le développement local. Et avec les efforts que nous avons eu à fournir avec la Banque mondiale, déjà nous aurons des murs de soutènement et des digues qui seront construites parce que le fonds est déjà disponible pour le Tanganyika et le Sud Kivu. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a insisté sur la nécessité de créer un environnement propice à la fois sain et attractif pour les investisseurs, condition sine qua non pour une transformation durable de l'économie nationale. Chose promise, chose due, le président de la dynamique syndicale de finances DSF en sigle, André Mabouicha Lumanisha, avait effectué le lundi 17 mars 2025 une visite de travail à la division urbaine de finances pour se rendre compte des conditions professionnelles des agents dans le but d'assurer la bonne organisation du travail. Voici dans ces reportages signés par votre rédaction.
président national André Maboucha Lumanisha, nous vous souhaitons la bienvenue. La CUF est ouverte à tout moment à votre portée. C'est une démarche qui, selon ses propres termes, visait à évaluer l'organisation du travail et de sonder les conditions de vie des agents de secteur de finances, du budget, de mines, des transports et bien d'autres encore. Une visite placée sous les signes de l'amélioration des conditions socio-professionnelles de ces travailleurs, souvent oubliés dans les discussions sur la gestion publique. À son arrivée, le syndicaliste n'a pas manqué d'exposer sa principale préoccupation. C'est la première fois pour le président de l'histoire comme amoni ndenge tozali ndenge tozotravaille na division mpo bato babanda kondima te ke na division bato ya DCF baza ebele mais ye moko aye amoni monde acomprendre ke division basala mosala toza na concurrent awa te biso toza bachampion toza baloni ata oye okolobi na biso tokende kuna bakopeso avion toboyi biso makolo na biso tokanga mika na DCF. Bon, pour nous c'est un honneur. Et nous disons que sa présence nous a beaucoup édifiés dans tous les sens. D'abord, sur le plan moral, nous venons d'une situation difficile. Nous sortons de cette situation et nous le confirmons parce que sa présence nous a réconfortés. Alors nous disons à tous nos membres qui étaient peut-être affligés, qui étaient peut-être découragés, et que sa présence est arrivée pour pouvoir nous réconforter davantage. Et nous sentons que l'unité est là. Et tous ceux-là qui ont pensé que c'est fini pour DCF, nous disons que ce n'est pas vrai. C'est une utopie. Aujourd'hui, nous avons vécu vraiment une réalité. Et ça restera comme ça et ça va encore avancer. DCF restera uni. DCF restera très fort. DCF restera soudé à son leader, à son président national, qui est M. André Maboucha. Après avoir parcouru les différents bureaux de la division, il a déploré le vieillissement de locaux, notamment l'absence de climatisation dans des espaces souvent surchauffés, surtout lors de journées de forte chaleur. En dépit de ces conditions difficiles, André Maboucha Lumanisha a pris soin de présenter le membre de la délégation de la dynamique syndicale de finances auprès de chefs des divisions urbaines de finances. Les agents, reconnaissants de cette initiative, ont offert une chèvre à titre symbolique à André Maboucha Lumanisha, un geste qui témoigne de leur gratitude pour l'attention portée à leur quotidien professionnel. À retenir que, lors de son allocution devant ses agents publics de l'État, le président national de la dynamique syndicale de finances, André Maboucha Lumanisha, a promis de soumettre leurs problèmes auprès du ministre de Finances, Doudou Fouambali Koundé Liboutaï, pour que leurs desiderata soient pris en compte. Abordons les questions sportives. Il faut savoir que l'équipe nationale de la République démocratique du Congo a réussi à s'imposer 1-0 devant le Soudan du Sud le vendredi 21 mars dernier au stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. C'était dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le but de cette rencontre a été inscrit par l'international congolais Théo Bongonda à quelques minutes de la pause. Offensivement, alors qu'il y a possibilité de bien négocier avec le ballon comme Simon Banza. Et là, ça joue pratiquement à l'arrêt. On ne sent pas cette volonté d'aller de l'avant. Théo Bongonda qui va se mettre sur son bon pied pour tirer. Théo Bongonda qui frappe. C'est bien fait. C'est bien fait, c'est dans le but. Théo Bongonda qui s'est mis dans de bonnes conditions et sur son pied gauche pour armer cette frappe et surprendre le portier. Il en a profité au moment où on s'attendait encore à un contrôle de plus, mais Théo Bongonda a surpris plus d'un. On revoit encore cette frappe au moment où il était pratiquement gêné.
Restons dans ces mêmes registres consacrés aux questions sportives. Le boxeur américain George Foreman, double champion du monde de poids lourd et figure emblématique de la boxe, reconnu sur le rang mondial, est décédé à l'âge de 76 ans, annoncé le vendredi 21 mars dernier par ses proches. George Foreman restera à jamais lié à l'histoire de Kinshasa en République démocratique du Congo, où il avait affronté son adversaire Mohamed Ali lors du célèbre combat Rambel in the Jungle en 1974 au stade du 20 mai, à l'époque du Zaïre, actuellement stade Tata Raphaël. Champion olympique à Mexique en 1968 et champion du monde en 1973, Foreman a disputé 81 combats professionnels pour un impressionnant palmarès de 76 victoires, dont 68 par KO. Son style puissant et intimidant a marqué toute une génération de passionnés de boxe. Mais c'est le combat du 30 octobre 1974 qu'il a inscrit à jamais dans la mémoire collective mondiale, opposé à Mohamed Ali dans un duel organisé à Kinshasa. Au Zaïre de l'époque, George Foreman a vu son invincibilité brisée par Ali dans une mise en scène mêlant sport, politique et culture. La rencontre disputée au stade du 20 mai, aujourd'hui stade Tata Raphaël, a fait de la capitale congolaise le centre du monde, l'espace d'une nuit incontournable. Une proposition a récemment été formulée pour rebaptiser le stade Tata Raphaël au stade Ali Foreman. Ce geste ne sera pas seulement une manière de célébrer deux légendes, mais aussi renforcer une identité culturelle et de promouvoir l'image de la République démocratique du Congo sur le volet sportif, tout en insistant pour que le complexe sportif conserve officiellement le nom de Tata Raphaël en hommage au père Raphaël de la culture de Riov, figure majeure du sport congolais. Le ministre y voit un atout touristique majeur. Kinshasa pourrait devenir un lieu de pèlerinage pour revivre l'intensité de ces combats légendaires. Parlons des valeurs nutritives. Que savez-vous de Petit Cola? Retrouvez dans ces détails signés par Jovine Binga. Originaire de régions forestières d'Afrique de l'Ouest, le Petit Cola est une plante dont sa principale partie utilisée est la graine contenue dans les fruits qui peut être séchée et généralement mâchée, infusée dans l'eau, en décoction ou transformée en poudre. Appelé Ngadiadia ou Makasu en République démocratique du Congo, le Petit Cola est une sorte de noix appréciée par de nombreux consommateurs qui lui attribue de vertus médicinales et aphrodisiaques d'après une opinion populaire africaine. Le Petit Cola favorise la circulation sanguine et l'éveil, rafraîchit la laine, soulage les douleurs associées aux menstruations féminines, soutient le système immunitaire. Très riche en caféine, il contribue à améliorer l'endurance lors des rapports sexuels et aurait un effet bénéfique sur la fertilité masculine et sur la production de spermatozoïdes. Bien que ses vertus aphrodisiaques soient vantées, aucune étude ne l'a encore démontré car son efficacité est variable. Il n'est pas capable de traiter de maladies graves. S'agissant d'un produit naturel, le Petit Cola peut sembler inoffensif. Or, cela n'est pas vrai car il présente des effets secondaires et des contre-indications, notamment les insomnies, les palpitations cardiaques, maux de tête et tant d'autres. Son effet stimulant sur les systèmes nerveux centraux peut mener à l'accoutumance. Par ailleurs, aucun de ces remèdes guérit les morsures du serpent ou scorpion. Malgré tout, il est conseillé de consommer le Petit Cola avec modération pour prévenir d'autres maladies qui pourraient affecter le rein et la foie. N'est pas de passer 2 noix par jour.
Avant de mettre terme à ces rendez-vous d'information, sachez que demain, le dimanche 24 mars 2025, dans la capitale congolaise, le brouillard occupera la majeure partie. La température à Kinshasa sera de 23 degrés Celsius, tandis qu'à l'après-midi, de nombreuses éclaircies parsèmeront le ciel. La température atteindra le 29 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 32 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, il y aura quelques nuages sans conséquences et pas mal d'éclaircies. L'excellence ne s'improvise pas, mesdames et messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre bien avant de vous quitter. Place au rappel des principaux titres. Début des consultations politiques pour la formation du gouvernement d'union nationale. Ces discussions débuteront le lundi 24 mars 2025. Conformément au mandat confié par le président de la République, cette annonce a été faite par Désiré Cachemire Kolongele Ebironde, conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État. Les deux chefs d'État africains William Ruto et Emerson Mnangagwa ont annoncé la tenue d'un nouveau sommet virtuel conjoint entre la SADC et l'EAC pour renforcer la coordination face à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Il a tiré sa révérence Georges Foreman, le double champion du monde de poids lourd, légende de la boxe et adversaire de Mohamed Ali du combat historique organisé à Kinshasa au stade Tata Raphaël par l'ancien président Mobutu Sese Seko à l'époque du Zaïre. Il meurt à l'âge de 76 ans aux États-Unis d'Amérique. Nuit et jour, dans un combat acharné et sans relâche, Kinartu Télévision reste à l'écoute de l'actualité pour vous informer à temps réel et 24 heures sur 24. D'ici là, portez-vous bien, excellente suite de programmes sur nos antennes. Peuple congolais, restons vigilants pour défendre la nation congolaise contre toutes les attaques négatives de l'extérieur. Que l'Éternel Dieu règne en maître sur l'ensemble de l'étendue nationale. Au revoir et à la prochaine.